Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est sous contrôle. Aujourd'hui, nous allons parler des tendances dans l'industrie. C'est quelque chose qu'on a déjà pu évoquer en parlant de différents sujets par le passé dans des différents épisodes, notamment l'intelligence artificielle. Et là, on va regarder avec un prisme un petit peu particulier, le prisme de côté investisseur, grâce à notre invité, Daniel, qui va se présenter dans quelques instants. Qui va nous parler un petit peu de tout ce qu'il a pu observer avec notamment les levées de fonds de ces derniers temps. Et ça, c'est assez intéressant. C'est assez différent comme approche par rapport aux autres épisodes que nous avons pu faire, mais ça va bien se passer. Avec Daniel, tout sera sous contrôle. Donc, allons-y. Donc, Daniel Georges-Laurent, bonjour. Bonjour, Je te laisse te présenter peut-être. Bien sûr, avec plaisir. Merci de m'inviter ici. Un super setup. Je vais déjà me présenter. Je m'appelle Daniel. Je suis un ingénieur de formation. J'ai fait une école que j'aime beaucoup qui s'appelle EPITA, où j'ai appris beaucoup de choses, notamment le développement logiciel. J'ai ensuite assez rapidement glissé dans d'autres fonctions dans la tech, produit, management d'équipe, développement commercial. Je suis ensuite devenu entrepreneur. J'ai monté deux entreprises, dont la première qui était un accélérateur de start-up avec l'EPITA, mon ancienne école, qui s'appelait Startup 42. Rien à voir avec l'école du même nom, à part une fascination commune pour le chiffre, qui était un accélérateur de start-up par les ingés pour les ingés. Il y a plus de 10 ans, donc c'était très novateur à l'époque de dire que des ingés pouvaient monter des boîtes et qu'ils n'avaient pas besoin de gens qui sortent d'école de commerce pour le faire. D'autres personnes ont réussi à le montrer aussi. Ensuite, depuis presque 6 ans maintenant, j'ai 2 casquettes. J'ai une première casquette où j'aime bien me qualifier comme celui qui murmure à l'oreille des CTO. J'ai accompagné, coaché, formé beaucoup de CTO sur comment scaler leurs équipes, que j'ai fédéré autour d'une communauté qui s'appelle Unicorn CTO, qui est une communauté avec un peu plus de 1000 CTO et tech leaders européens. Et en parallèle, j'accompagne des startups qui développent des logiciels pour les CTO, donc cloud, data, observabilité, testing, AI, avec un faible et un focus sur l'open source commercial. Je les accompagne sur la structuration de leur croissance, et notamment avec un volet M&A chez Avolta, qui est une banque d'affaires spécialisée dans l'accompagnement des startups de la tech. Un joli parcours, effectivement. Quelqu'un qui part du technique pour arriver à quelque chose qui est plus dans le financier. C'est pas complètement inhabituel non plus, mais ça donne un prisme qui est assez intéressant. Et juste la fascination pour le nombre 42, si vous ne savez pas pourquoi, c'est assez classique dans l'informatique, eh bien, je laisserai des gens expliquer pourquoi dans les commentaires. On ne va pas livrer tous les secrets ici. Ok, donc concrètement, là, on s'est dit, on va regarder un petit peu les tendances, ce qui se passe sur le marché, sur les industries, avec un petit prisme côté où va l'argent, d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Déjà, qu'est-ce que toi, tu as commencé par regarder pour dégager des tendances ? Effectivement. Donc, avec ma casquette M&A, l'une de mes missions, c'est de passer une partie de mon temps à observer toutes les transactions au niveau mondial qui vont impacter les entreprises qui tombent dans mon scope, qui est dans mon périmètre, qui est assez large. Et donc, je regarde autant les transactions de levée de fonds que les transactions M&A. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Et ensuite, je regarde un peu plus précisément ce qui se passe dans l'open source commercial, parce que c'est une tendance de fond et j'ai bien envie d'en parler aujourd'hui. Je vais commencer par les mauvaises nouvelles et ensuite je vais parler des bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est que quand on regarde le volume et le montant investi dans les startups tech de manière globale en Europe et en France, c'est la catastrophe. En Europe, il y a un recul de plus de 10% par rapport à 2024. Et en France, c'est bien pire, moins 35% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024. Très significatif, à mettre en regard de toute l'actualité, j'imagine.
Et donc, c'est vrai que d'un côté, on se dit, ah, mais on parle d'IA, on a l'impression que beaucoup d'argent va dans la tech, mais en réalité, beaucoup d'argent va vers une catégorie spécifique, qui est l'infrastructure logicielle au sens large, qui est celle que je regarde en particulier, Mhm. et dans laquelle tombent pas mal de startups IA. Et donc, si on doit déjà faire un premier constat à ce stade, quand on regarde juste le premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, c'est que c'est compliqué pour tout le monde. Attention, il y a un recul aussi aux États-Unis, hein, c'est pas juste un problème européen ou français. Mais par contre, il y a un fléchage des investissements vers un certain type d'entreprise. Ouais. Quelles sont-elles? Numéro un, évidemment, c'est l'IA. Et notamment les On a du fonds. mal à le manquer, hein. Tout le monde voit ça, tout le monde en parle, donc c'est logique. Et à commencer par les fournisseurs de modèles, les OpenAI, les Anthropic, les Cohere au Canada, hein, dont on parle beaucoup moins et qui est quand même un très gros acteur, et évidemment notre champion national, Mistral AI, Mistral, tout à fait. qui a levé 2 milliards de dollars cette année. Et Mistral AI, qui rentre également dans la catégorie open source. Alors, je vais laisser les auditeurs se battre dans les commentaires sur le fait que c'est pas de l'open source. Alors, effectivement, c'est de l'open weight, c'est pas de l'open source. Il y a tout un débat sur ça. Alors, juste pour expliquer, effectivement, dans tout ce qu'on appelle les LLM et le Large Language Model, beaucoup de personnes parlent d'algorithmes open source, de LLM open source, alors qu'il a une définition qui n'est pas très claire, pas très bien définie, etc. Donc, il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a deux catégories qui se dégagent très fortement. Des LLM qui sont complètement propriétaires et des LLM où il y a quand même un certain nombre de données qui sont partagées. Et donc, effectivement, alors je ne ferai pas le débat, moi je prends ce qui est à prendre, c'est-à-dire qu'il y a une tendance de fond et que le mot open source est de plus en plus à la bouche des financeurs. Mmh. Donc ça facilite les choses. Alors, c'est exactement ça, parce que si on regarde plus précisément le financement des startups open source commerciales, je vais revenir dans un moment, qu'est-ce qui rentre dans cette définition, mais les startups open source commerciales ont levé l'année dernière, en comptant les fournisseurs de modèles open weight, un peu plus de 3 milliards de dollars dans le monde entier. Sur l'année 2025 jusqu'à mi-octobre, on est à 9 milliards. Oui, c'est comme 3 fois plus. On est à 3 fois plus. Il reste 3 mois, 2 mois et demi. Exactement. Et ça, c'est une tendance qui est très forte. Alors, c'est vrai. Si on regarde des Mistral qui prennent 2 milliards. Donc, il y a quelques gros cailloux, on va dire. Hein. Et effectivement, et notamment, le Mistral, c'est l'arbre qui cache la forêt européenne. Je pourrais y revenir. Mais c'est vrai, Mistral, 2 milliards. Databricks, qui est quand même considérée comme une boîte open source, avec tous les projets open source qu'elle supporte, maintient et promeut, 1 milliard de levées cette année. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des très grosses levées, mais de manière générale, il y a de plus en plus d'acteurs qui ont des modèles open source, open core, des Vercel, des Supabase, des ClickHouse, qui font des levées de fonds à plusieurs centaines de millions de dollars et qui démontrent de plus en plus l'appétence des investisseurs pour des startups qui font de l'infrastructure logicielle et notamment qui le font avec des modèles open source. Ok. Parce qu'effectivement, donc, si tu enlèves, tu disais Databricks, Mistral, c'est deux très gros dans cette année 2025, ça fait 3 milliards en moins, ça fait quand même 6 milliards par rapport à 3 milliards l'an dernier. Absolument, sachant que sur les 3 milliards l'année dernière, il y avait quand même Mistral aussi. Oui, tout à fait. Et Databricks avait aussi levé de l'argent. C'est vrai que c'est très significatif comme tendance. Et donc, il y a quelque chose qui se passe avec l'open source, effectivement, côté investissement. Et il y a plusieurs raisons sous-jacentes à ces investissements. La première raison, c'est que c'est très intimement lié au scope infrastructure logicielle. Ouais. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'était 9 milliards jusqu'à mi-octobre 2025. Mais si on enlève open source, si on regarde open source et closed source en même temps, on est à 83 milliards sur l'année 2025. Sacrée somme. De dollars, et donc c'est une sacrée somme, et qui montre clairement que les investisseurs
ont compris que c'est dans l'infrastructure et dans les outils pour développeurs que se joue aujourd'hui la majorité des batailles. Pourquoi? Un, parce que le budget IT numéro un de toutes les entreprises aujourd'hui, c'est l'IA. Mhm. Sauf que sans data, pas d'IA. Et les entreprises qui se mettent à l'IA, d'un seul coup se rendent compte que ah mais zut, mais elles sont où mes data? Est-ce qu'elles sont structurées? Est-ce qu'elles sont non structurées? Ou est-ce qu'elles sont stockées? Et est-ce que j'ai une stack? On parle souvent de new data stack. Donc où sont mes data? Où est-ce que je les prends? Comment je les transforme? Comment je peux les utiliser pour entraîner mes propres modèles? Et donc le premier budget aujourd'hui qui suit l'IA, c'est la data. Ok. Donc déjà, les investisseurs sont pas bêtes. Ils voient que les entreprises flèchent leur budget sur de la data et l'IA. Donc ils financent les boîtes qui sont sur la data et l'IA parce qu'elles sont en train d'avoir de la croissance commerciale. En plus de ça, ce sont des modèles sur la data qui connaissent bien parce que l'informatique, à la base, c'est de la data. Je numérise des données papier, pour la plupart, en données numériques, digital en mauvais français. Ensuite, j'accède à cette donnée, je transforme cette donnée, je partage cette donnée. Mais l'informatique, à la base, c'est d'abord et avant tout le stockage et le traitement des données. De toute façon, dans toutes les solutions, au cœur, il y a une base de données. Et base de données, quoi. Donc, Exactement. Et donc, qui est-ce qu'on retrouve dans le financement de ces entreprises? Ce sont des fonds qui ont, par le passé, financé des oracles, qui est passé de une boîte un peu old school qui fait des bases de données à aujourd'hui quasiment un des hyperscalers, en étant ultra positionné sur le cloud pour l'IA. Et toutes les autres boîtes qui ont suivi dans le monde de la gestion des données. Et donc, le fait qu'il y ait ces deux raisons en même temps, c'est-à-dire les budgets IT sont fléchés vers la data, et en même temps, ce sont des modèles de monétisation que les investisseurs comprennent bien, fait que aujourd'hui, IA et data sont les plus gros budgets IT, et en même temps, ce sont les catégories qui récupèrent le plus de financement, dans cet ordre-là. D'accord. D'abord l'IA, et ensuite la data. Et en troisième, les DevTools. Les DevTools, ok. Alors, juste avant d'aller sur plus en détail sur notamment les DevTools, ce qui est intéressant, on a déjà parlé d'IA dans des épisodes précédents de Tout est sous contrôle. Depuis un bout de temps, on parle un petit peu de bulles autour de l'intelligence artificielle. Il y a évidemment énormément d'argent qui est fléché sur ces sujets-là au niveau des investisseurs. Et des gens qui se disent valorisations qui sont complètement hors sol, ça n'a pas de sens. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors, si je partage déjà mon point de vue en tant qu'observateur, avant de partager des opinions. Aujourd'hui, il y a deux opinions, deux écoles principales qui se posent. Évidemment, ceux qui disent c'est une bulle, les gens sont fous, les valorisations sont hors sol, elles sont complètement décorrélées des chiffres d'affaires générés par ces entreprises. Ce qu'on a dit aussi sur certains acteurs comme des Google, des Amazon par le passé, notamment à l'époque d'autres bulles. Oui, tout à fait, la bulle Internet il y a 25 ans. Et c'est vrai qu'il y a un effet il y a un peu un effet de FOMO, Fear of Missing Out, chez certains investisseurs qui sont prêts à tout pour rentrer dans certains de ces deals et justifier auprès de leurs propres investisseurs, parce qu'il faut se rappeler que des investisseurs sont d'abord et avant tout des money managers, c'est-à-dire des gestionnaires de patrimoine et qui investissent pour compte de tiers. Donc, ils ont besoin de montrer à leurs investisseurs, un peu pour la frime aussi, pour certains, qu'ils sont dans les meilleurs deals. Mais si on enlève cette première partie-là, il y a une autre école, qui est de dire les modèles de valorisation du logiciel aujourd'hui ne peuvent pas être complètement adaptés à l'IA, parce que l'IA, et notamment l'agentique, c'est pas le logiciel. Le marché du logiciel, c'est le marché de l'outil.
Ouais. C'est un marché d'outillage, c'est-à-dire j'ai, avec un modèle économique qui est à peu près le même partout, c'est le modèle, je vends, une licence par tête de pipe, avec certains qui vendent du modèle à l'usage, mais aujourd'hui, on est très principalement autour du, je vends une licence par utilisateur. Ce que disent certains, investisseurs, c'est que, l'agentique, n'est pas dans de l'outillage, c'est du remplacement d'agents, c'est le même mot, humains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un agent humain? Alors et c'est, et le mot, il est choisi exprès. Alors, pas pour déshumaniser les humains, mais au contraire, le mot agent a été utilisé pour robotiser les êtres humains. Aujourd'hui, il y a tout un pan de l'économie, et notamment l'économie numérique, qui dépend, de petites mains, pour la plupart du temps, qui vivent dans des pays en développement, qui font du back-office, de la saisie de documents, de la comparaison de documents, de la gestion de, claims d'assurance, qui font, du code, en général du code à faible valeur ajoutée ou avec des specs qui sont très, très, très cadrés. Donc, Qui f toutes ces tâches qui sont longues, mais pas forcément extrêmement compliquées en soi, c'est et qui faible valeur ajoutée, comme tu disais, qui sont finalement ce qui est automatisable, là. Exactement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cette industrie qui existe depuis, plus de 20 ans, s'est structurée pour être, ne pas être dépendante des êtres humains qui partent et qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est en général des industries avec, des tâches qui sont très répétitives, alors des tâches entre guillemets «intellectuelles», très répétitives, avec des gens qui partent et qui viennent, et donc tout est fait, pour structurer, pré-mâcher le travail. C'est les fameux scripts, des opérateurs de service client avec qui vous Mmh. essayez de parler quand vous avez un problème avec votre opérateur télécom favori par exemple. Et donc tout a été fait pour, robotiser au maximum ces tâches, et en robotisant ces tâches, on a ouvert la voie à remplacer les humains par des robots. Parce que quand on demande aux humains de se comporter comme des robots, bah, c'est très facile de les remplacer par des robots. Et donc ce qui excite énormément d'investisseurs aujourd'hui, quitte à être un peu une prophétie autoréalisatrice, hein, c'est de dire, bah, tous ces gens qui avaient des métiers à faible valeur ajoutée, avec des scripts très cadrés, très structurés, bah, c'est exactement ce qu'il faut pour des agents, alimentés par de l'IA générative, et que l'hallucination des agents, sera, dans tous les cas toujours meilleure qu'un humain qui est de mauvaise foi. Mmh. D'accord. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valorisation de ces entreprises, elle est plus dans l'outillage, mais on est dans purement et simplement le remplacement des êtres humains avec, une industrie qui est l'industrie, des services managés, avec des back-office qui font tourner les banques, qui font tourner les assurances, qui font tourner les postes, qui font tourner tout un tas, d'entreprises qui font que, bah, on arrive à vivre, au jour le jour, mais avec des marges brutes qui sont, complètement délirantes par rapport à ce qui est possible de faire avec des êtres humains. Après, c'est un discours qui peut faire un petit peu peur quand même de se dire: «On va remplacer les humains», c'est je pense qu'il y a des gens qui peuvent, pas mal, se poser de questions par rapport à tout ça. Ah, mais je pense que c'est super important de se poser des questions, et moi je l'observe, avec, autant que possible, le minimum de jugement, parce que ça va se passer. Donc je pense que le débat, c'est pas: est-ce qu'il faut l'empêcher? Est-ce qu'il faut pas l'empêcher? Est-ce qu'il faut le réguler? Est-ce qu'il faut pas le réguler? Est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce qu'il faut pas l'interdire? C'est comme ça. C'est que de manière générale, l'être humain va systématiquement privilégier des solutions qui vont augmenter son confort, heu et son enrichissement. Donc ces 2 forces, ensemble font que, c'est une réalité qui va arriver, et donc les entreprises vont de plus en plus, investir dans leurs infrastructures data, dans leur modèle d'IA pour, in fine, remplacer les tâches à faible valeur ajoutée Mmh. opérées par des agents humains, par des agents IA. Génial! C'est une opportunité, et en même temps, un saut dans le vide énorme
pour les travailleurs humains. C'est une opportunité parce que ça va nous permettre d'être encore plus concentrés sur des tâches que les êtres humains arrivent à faire beaucoup mieux, de créativité, d'empathie, de curiosité. euh, ou des tâches beaucoup plus manuelles. Et moi, je crois beaucoup au renouveau des tâches manuelles, du savoir-faire artisanal. Bon, il s'avère que j'ai mon épouse qui est dans la porcelaine et qui met en avant les savoir-faire artisanaux et le patrimoine. Donc moi, je crois beaucoup au fait qu'on va avoir du renouveau sur ce type de métier, mais c'est vrai que les gens qui ont un métier qui est très processé et avec pas beaucoup de sens, oui, ceux-là, ils vont se faire remplacer sans Donc là, il y a vraiment matière à réflexion, en tout cas, sur l'impact de tout ça. Donc j'en reviens à cette notion de bulle IA. Maintenant que tu as donné ces deux faces qui existent sur le sujet, ton opinion? Mon opinion, c'est que je trouve que c'est une bonne chose de remplacer des humains sur des tâches à faible valeur ajoutée pour des humains, si tant est qu'on arrive à les accompagner. Et ça, c'est, je pense, la vraie remise en question à avoir, elle est sur notre système éducatif. Parce qu'on a un système éducatif qui est très structuré pour former des humains à suivre des règles, des algorithmes. Des algorithmes, exactement. Et ça, pour le coup, la machine sait le faire mieux que nous. Donc, je pense qu'il va y avoir un gros travail à faire en formation initiale, mais également et surtout en formation professionnelle, pour donner l'opportunité à plein d'humains de travailler, de découvrir ou redécouvrir ce qui fait leur valeur en tant qu'être humain, plutôt que d'être des machines à exécuter des règles qu'on leur a données. Alors, il y a beaucoup de choses on pourrait aller dans la discussion, mais parce qu'on revient aussi au sens du travail, et ça, c'est un sujet passionnant. Malheureusement, par manque de temps, je vais clore un petit peu cette parenthèse. Donc, on était sur le fléchage des investissements, IA, data, il y avait DevTools aussi. DevTools, qu'est-ce que c'est pour les gens un petit peu non initiés? Alors, les DevTools, c'est une catégorie qui comprend autant les outils pour créer du logiciel que les outils pour augmenter l'expérience développeur, c'est-à-dire le confort de ceux qui créent et maintiennent du logiciel au jour le jour. Donc, c'est vraiment axé développement, comme dans Dev. Absolument. Il s'avère que cette catégorie, qui est la troisième catégorie en termes d'investissement, si on regarde l'année 2025, et c'était également le cas l'année dernière, c'est doublement intéressant. Doublement intéressant parce que, déjà, il n'y a pas d'arbre IA qui cache la forêt, donc il n'y a pas des investissements gigantesques qui sont faits dans une ou deux boîtes qui fait qu'on a un énorme montant. Et donc, c'est un montant qui est très cohérent par rapport au nombre de transactions. Et les DevTools, c'est la deuxième catégorie en nombre de transactions devant l'IA. Okay. Plus de boîtes. Hein, il y a plus de boîtes. Et pour une raison qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans cette course à l'IA, ceux qui ont le plus de croissance, ce sont soit ceux, comme on en a parlé tout à l'heure, qui donnent les outils pour construire et utiliser la data, mais également ceux qui donnent des outils pour construire et utiliser des logiciels. Et il n'y a jamais eu autant d'opportunités de conception et de construction de logiciels. Alors ça peut paraître paradoxal à un moment où on parle énormément de vibe coding et de génération automatique de code avec des modèles d'intelligence artificielle qui sont très spécifiquement dédiés à la génération de code. Mais au contraire, je pense que ça donne en fait une indication très forte sur le fait que de plus en plus d'éditeurs de logiciels vont être capables de faire plus, mieux en termes de logiciels, mais également, ça va encore plus renforcer cette prédiction de Marc Andreessen, qui est fondateur de Netscape et du fonds Andreessen Horowitz, qui porte son nom, que le logiciel est en train de manger le monde. Tout à fait. Avec de plus en plus d'entreprises, entre guillemets, traditionnelles, qui se réinventent comme entreprises de logiciels.
Donc, quelque part, c'est intéressant quand... Je ne sais pas si l'analogie elle est bonne, mais quand tu parles des DevTools où ça va permettre d'aller plus loin, je fais un petit peu l'analogie avec ce que tu disais juste avant sur les tâches à faible valeur ajoutée. Là, c'est pareil. En fait, les DevTools vont permettre aux gens de se focaliser sur vraiment les sujets difficiles dans le développement et tout ce qui est simple, qui prenait du temps auparavant, qui pouvait être cause des difficultés, des manques de qualité, etc. Ça, c'est évacué. On laisse traiter le sujet par l'IA. Et par contre, la réelle complexité, c'est l'humain qui va le faire. Absolument. Et pas plus tard que hier, j'avais une discussion avec une dizaine de CTO et l'outil qui est le plus revenu dans leur bouche, c'est SpecKit. SpecKit, qui est un projet open source, donc c'est pas une boîte, y a pas, pour le coup, ils sont pas du tout commerciaux. C'est un projet open source qui fait du spec-driven development. C'est-à-dire, le développeur se concentre sur l'écriture des specs et c'est l'IA qui code. Donc, juste pour expliquer, les specs, on décrit ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et puis après, ça se traduit effectivement. Normalement, c'est le développeur qui prend la spec et qui écrit du code. Et là, avec ça, c'est l'IA qui écrit le code. Ouais, absolument. Et donc, avec des specs alors, qui sont beaucoup plus techniques que des spécifications fonctionnelles classiques, où un product manager ou quelqu'un du métier va décrire les écrans ou les boutons qu'il voudrait avoir. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus évolué, mais par contre, ça montre une tendance forte, c'est-à-dire que de plus en plus de développeurs, qu'ils soient CTO de boîte ou développeurs indépendants, sont en train de fondamentalement changer la façon dont ils sont en train de travailler pour manager des agents de génération de specs, de génération de code, de génération de tests, de génération de documentation. Je cherche encore les développeurs qui adorent créer des tests et de la doc. Ce qui est fun, effectivement. Je préfère le code. De génération de mise en prod, de surveillance des infrastructures. Et donc, moi, ce que je vois en fait avec la tendance forte, c'est un monde où il y aura beaucoup moins de personnes dans les équipes techniques, avec des profils que je vais appeler ingénieurs indépendamment du diplôme, qui sont capables de penser et de concevoir des systèmes et de manager une flotte d'agents IA qui vont s'occuper de plein de petites tâches autour de la conception et de la maintenance de ces systèmes. Ok. Alors, ce qui est intéressant, donc, je reviens encore une fois sur le fléchage de manière globale, IA, data, DevTools. Quelque part, les trois sujets sont un peu liés à l'IA, au final. L'IA mécaniquement lié à l'IA, data pour alimenter l'IA et DevTools qui utilisent l'IA pour faire des choses. Donc ça, c'est vraiment la tendance forte du moment. C'est pas nouveau en 2025, je pense que ça avait déjà commencé les années précédentes. Par contre, quand on remonte quelques années en arrière, les tendances fortes, il y avait le SaaS, par exemple. Il doit y avoir d'autres choses. Ça disparaît. C'est quelque chose... pourtant, on en parle toujours. Comment c'est perçu d'un point de vue investisseur ? Alors aujourd'hui, c'est sûr que quelqu'un qui veut pitcher un SaaS verticalisé en série A, il va pas avoir une fin de non-recevoir, mais c'est sûr que les investisseurs, ça va pas les exciter beaucoup. Quel intérêt, quoi. Et on est plus, je pense, dans une situation qui est conjoncturelle que la fin du SaaS. Alors, c'est la fin du SaaS, je pense, en termes d'outils utilisés par des humains. Ça, c'est sûr que c'est un modèle qui va disparaître petit à petit. Après, je suis convaincu que certains disent que c'est fini, on n'a plus besoin d'avoir des logiciels métiers. On va juste avoir des IA qui vont créer du code et créer des logiciels à évaluer. Non, parce que déjà, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent et donc ils sont très contents d'acheter un logiciel qui leur explique comment travailler. Donc, ce qui se passe, c'est que je pense qu'à court terme, effectivement, les grands perdants de la baisse des investissements en France, en Europe, dans le monde, c'est les éditeurs SaaS. Et donc, quand tu parles de conjoncture, c'est effectivement la baisse des investissements. Exactement. Globale. Exactement. Par contre, je pense que les meilleurs d'entre eux vont arriver à se réinventer avec une proposition de valeur agentique. Donc, la capacité de transformer des outils pour augmenter les humains en agents ou en copilotes pour remplacer les stagiaires, les petites mains, et
évidemment augmenter les humains, mais avec un remplacement de tâches plutôt que chaque tâche est systématiquement opérée par un humain. Et notamment dans leur capacité à le faire avec des datas et à le faire avec une connaissance forte des métiers. Et on le voit, notamment, par exemple, dans le juridique, des startups comme Harvey, par exemple, aux États-Unis, qui a une croissance assez dingue et qui est arrivé à réinventer le monde du SaaS dans le juridique, avec un modèle très agentique, sur un métier qui se portait quand même bien à ce type de transformation. D'accord. D'où, quelque part aussi, les grosses entreprises SaaS qui se transforment avec un message IA et qui implémentent l'IA. Ouais. C'est par contre, ce qu'on voit... presque une question de survie, tu dirais? Ouais, c'est complètement une question de survie. D'accord. C'est complètement une question de survie. Et c'est la recommandation que beaucoup d'investisseurs ont fait à leur participation. C'est soit vous êtes capable de vous réinventer, mais pour de vrai, en agentique, sachant qu'il y a beaucoup qui font semblant, hein, y compris des géants du SaaS ou des entreprises américaines basées à San Francisco qui ont inventé le mot. Ils sont très forts pour dire qu'ils se sont transformés en agentique, même si c'est pas tout à fait vrai, indépendamment des rachats à coups de milliards qu'ils ont fait. Mais j'aime beaucoup la référence sans donner le nom, c'est rigolo. Et donc, il y a des boîtes qui vont arriver à le faire, mais de le faire au-delà du marketing fluff. Mais pour ceux qui ne vont pas arriver à le faire, la recommandation des investisseurs à leur participation, c'est PLS. C'est-à-dire 20% de croissance, 20% d'EBITDA, et attendez qu'un fonds de private equity vous rachète. D'accord. C'est vrai. Mérite d'être direct comme recommandation, effectivement. Alors, dernière question. À un moment, tu parlais de prophétie autoréalisatrice, et c'est un petit peu ma question. Est-ce que le fait que les investisseurs insistent autant sur ce sujet de l'IA, que ça va tout bouleverser, est-ce que c'est pas effectivement juste un phénomène, je sais pas si c'est pas la bonne expression, mais c'est pas ce phénomène de prophétie autoréalisatrice, ça se serait pas passé si tout le monde répétait pas ça en boucle, hein. Alors, ça dépend combien de minutes j'ai pour répondre à la question. Malheureusement pas énormément. Mais je vais faire la version courte. Oui, on aurait pu dire ça, sauf qu'en réalité, et je vais te poser la question à toi, Vincent, alors je sais que c'est toi qui me poses les questions, mais quel outil IA, copilote de code tu as utilisé? Oui, on utilise effectivement par exemple Copilot, qui est assez standard maintenant. Est-ce que tu as testé Cursor? Est-ce que tu as testé Claude? Tout le monde, en fait, on fait beaucoup de tests avec différents outils pour trouver. Quel est ton feedback? Alors, mon feedback, il a effectivement plusieurs égards. Il y a un gain premier niveau, où on voit l'intérêt de la chose. Souvent, un retour en arrière, on retourne sur ses anciennes habitudes et on oublie de profiter du gain après par la suite. Moi, c'est ce que je constate généralement. Mais tu as quand même été un peu bluffé par le machin. Oui, tout à fait. Après, il y a des choses où, pour l'instant, c'est pas encore pas fait. Et moi, je vais aller un cran plus loin. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être, je suis biaisé dans ma réponse et j'ai un côté un peu tech fanboy. Mais pour moi, j'ai eu 3 révélations dans ma vie professionnelle. C'est l'ordinateur. Premier ordinateur que j'ai vu, j'avais 10 ans et j'ai commencé à coder pas longtemps après. Mais enfin, j'ai eu un coup de foudre pour ce machin. Deuxième révélation, c'est Internet. Et la troisième révélation, c'est ChatGPT. Et moi, je trouve ça juste dingue. Et je pense que ChatGPT, c'est l'impact le plus profond. J'ai eu une émotion aussi forte qu'un gamin de 10 ans qui voyait un ordinateur pour la première fois de sa vie quand j'ai vu ChatGPT. Et moi, je suis intimement convaincu, quand je discute avec des développeurs, quand je discute avec des CTO, qui est ce que je fais tous les jours, et que je vois le changement à pas de charge d'habitude, d'outils, de paradigme. Et la plupart des gens qui me disent, comme toi, oui, c'est pas parfait, machin, etc. Mais ça progresse énormément. Mais tout le monde a adopté les outils. C'est quand l'iPhone est sorti, il n'y avait pas tout le monde qui s'était mis à faire du développement mobile. Ça a pris des années avant que tout le monde se mette à faire du mobile. Là, en 12 mois, on est en octobre, donc 24 mois après la sortie de ChatGPT, le monde de la tech fait du LLM. Point.
Ça a complètement changé, effectivement. Ça a complètement changé. Et donc, l'ampleur de cette disruption technologique en si peu de temps dans nos habitudes me laisse penser qu'on est dans la partie immergée de l'iceberg du chamboulement IA. Sans te parler des GI et de remplacement et de super intelligence et de trucs comme ça, mais juste, il y a aucun exemple dans l'histoire de la tech de remplacement d'habitudes et d'outils aussi rapides que l'IA générative. Alors, tu sais quoi? C'est une conclusion qui est parfaite. Je vais même rien rajouter. C'est vraiment passionnant. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que tu dis. Hein. Je tiens à dire, après, c'est très personnel. Hein. Mais je te remercie parce que c'était très intéressant d'avoir ce point de vue qui est assez différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans ce podcast. C'était passionnant. Merci d'être venu, Daniel. Merci de m'avoir invité. Et puis, je vous dis à toutes et à tous, déjà, n'hésitez pas à réagir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je prends tout commentaire, insultes. Tout à fait. Les insultes, mais aussi des louanges, ça peut arriver quand même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode avec tout le monde. J'ai l'habitude de dire vos amis, vos ennemis, c'est pareil. Nous, on prend toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci Daniel. Merci.